le surnomme le père des humoristes. On a tous l'impression qu'il fait partie de la famille. Sa cote d'amour est imbattable. Pourquoi? Parce que je suis tanné. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces 40 années de monologues et ces millions d'éclats de rire? Hey, la peur m'a pogné à 12 ans et demi, moi. C'est grave! Et si c'était nous, ces rires? Si c'était nos craintes, nos peurs, nos questionnements? Notre histoire qui résonnait derrière chacune de ces blagues, encore aujourd'hui. Et si à travers son œuvre, on pouvait comprendre un peu plus qui on a été et qui on est devenu? Hey, une soeur, elle m'a pogné, je sortais des toilettes. Ouvre la porte, elle dit « Ouais, Dieu! » Je ne sais pas, ça. Si j'étais ici, je l'ai flushé, je pense, je sais pas. Yvon Deschamps, pour moi, c'est un défricheur. Pour moi, c'est quelqu'un qui, avec sa petite machette, a frayé des sentiers, des chemins dans notre conscience à chacun. Non, moi, j'aime ça quand il fait noir, savez-vous pourquoi? C'est parce que quand c'est noir, on voit rien. Puis quand on voit rien, on voit pas nos problèmes. Pour moi, Yvon Deschamps, c'est un grand conteur. C'est une sorte de sociologue. Et c'est un miroir. Comment est-ce qu'on ressuscite? Comment est-ce qu'on ressuscite avec nos corps? On ressuscite comme quand on est mort? Si je meurs à 102 sénéli incontinent, moi, tu chies dans mes culottes pendant l'éternité au complet? Pour moi, Yvon Deschamps, c'est un humoriste qui a marqué ma mémoire parce qu'il faisait à la fois rire et pleurer. En vérité, je vous le dis, quand vos souliers vous font mal, pensez à toutes les ceuses qui n'ont pas de pieds. Yvon Deschamps, il va trouver des mots qui nous rejoignent, des mots très simples, des mots du peuple, pour dire des grandes vérités. Vaut mieux être riche et en santé que pauvre et malade. Non, pas ça. Yvon Deschamps, c'est encore très pertinent. Il touche à des thèmes universels avec beaucoup de talent, de sincérité. Puis ça, je pense que ça va toujours rester. Avec ses monologues, Yvon a mis des mots, des rires, des larmes sur des sentiments qui nous habitent tous. On s'est reconnu dans ses peurs et dans ses angoisses. On s'est reconnu dans ses questions qu'il nous posait en ayant l'air de se les poser lui-même. Pourquoi on est? Qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Et comment être heureux entre les deux? Bizarrement, quand on parle du bonheur, on parle toujours de ce qui nous en éloigne. Dans une histoire, quand les personnages sont heureux, c'est la fin. Alors, si on commençait par le début. À partir de cet instant-ci, il faut que vous vous imaginiez que je prends cours au monde. Je suis le ventre de ma maman. OK? Je te sais bien. Maman, tout des petits paquets, puis me dit, tout est parfait. Peut rien m'arriver. Ça doit être tellement extraordinaire. C'est dommage qu'on s'en souvienne pas, c'est dans notre inconscient, mais je m'en souviens pas de ce moment-là, mais c'est sûr que ça doit être un beau moment. Il y a probablement des moments semblables qu'on vit, puis qu'on fait peut-être pas la relation, l'amour, par exemple, mais... Faudrait essayer de m'organiser pour pas sortir. Je sais pas si je pourrais m'accrocher. Comment qu'il y a 2 bonnes poignées, là, mais... Non, mais sortir ici, ça n'a pas de bon sens. Non, à part ça, je sais pas qui c'est qui a mangé ça, mais... La sortie avec trop petite. Après, ça va me poser sur le dos parce qu'elle va être trop grande. Oui. Je sors pas! Entendez-vous en bas? Hey, arrêtez ça, là! Va pas vous achaler de l'autre bord, venez pas m'achaler ici! Non, puis en plus, le peu que je l'entends parler en bas, lui, elle donne pas le goût de sortir. Franchement. On se cachera pas que on voudrait tous ça. Je dirais, la plupart d'entre nous, on aime bien l'idée de rester dans le ventre de notre mère, là. C'est très... c'est chaud. On baigne, on ballotte, c'est pas dur. On est nourri sans aucun effort. Puis on n'a pas à s'assumer
C'est sûr qu'il y a quelque chose de... Et c'est quand on dit là, que c'est le premier passage difficile, c'est ça, là, sortir du ventre de notre mère. Je pense que c'est pas faux, même psychologiquement. C'est un méchant changement dans notre vie. Non, mais peut-être qu'ils vont s'en reparler, puis ils vont changer d'idée, parce qu'à cette heure, ils ont le droit de changer d'idée, hein? En fait, je n'irai pas ça, parce que avec tout ce qui se passe, là, puis les guerres, la pollution, puis tout ça, j'ai la peur. Puis ici, en dedans, je suis tellement bien, hein? Je suis tellement bien que c'est ici que j'aimerais mourir. On est des peureux, je pense. Je pense qu'en général, on peut être des peureux, puis c'est correct de le reconnaître qu'on est peureux, parce que c'est menaçant, le monde extérieur, puis savoir est-ce qu'on va pouvoir faire bien. Savais-tu qu'est-ce qui m'a empêché de faire quelque chose, moi? La peur. Hey, la peur m'a pogné à 12 ans et demi, moi. Je retourne à l'école à midi, je l'avais pas vu, d'un coup, je tourne dans un coin de rue, la peur me saisit de même. Hey, je savais plus capable de bouger. T'as plus capable de rien faire, là, j'avais peur d'aller à l'école, parce que j'avais peur de pas passer mes examens, j'avais peur d'aller me chercher d'ouvrage, parce que j'avais peur de pas me trouver de job, j'avais peur de retourner chez nous, parce que j'avais peur de mon père. Une chance, j'étais debout devant une grosserie, d'un coup, le grossier sort. Il dit, hey, cigare, arrive, il me pogne, il me met sur le bassin, il me met une commande dans le panier, puis ça a poussé, il dit, pas pour ça! Ma carrière était choisie, hey. Moi, je me suis toujours défini comme un chieux qui y va. Parce que j'ai tout le temps peur. J'ai peur de 1000 affaires. J'ai peur... ça me fait tout le temps peur. Mais d'attendre qu'elle soit plus là, je bougerai pas. D'y aller avec. Et je découvre qu'il y a une énergie dans la peur, tu sais. Et quand on l'amène avec soi, sous le bras, puis on y va avec, on peut se servir de cette énergie-là. Tu prends un poids, là, prends une poche de patates, là, tu le charries à bout de bras comme ça, là, il est bien plus dur à charrier que si tu le prends, tu le mets sur toi, tu sais. Il a le même poids. Tu peux danser avec, tu peux faire quelque chose, ça. Si tu vas t'éreinter le dos, puis tu vas crever. Hey, je m'en allais chez nous, je broyais sur la rue, j'ai dit, je suis bon à rien, je sais rien faire, il peut tout. Qu'est-ce que je vais faire? Hey, je m'en allais sur la rue de même. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Il y a un gars qui me regardait, il dit, va te faire soigner. Le frein principal au bonheur, c'est la peur. Et le pire là-dedans, c'est quand la peur nous arrête. Parce qu'on peut avoir une peur, puis la traverser, puis se dire, ben, c'était pas si pire que ça, finalement. Et on peut y avoir accès au bonheur qui vient après. Mais quand la peur nous arrête et nous empêche, ça, c'est une peur qui renferme la personne à l'intérieur d'elle-même et qui l'empêche d'évoluer. C'est peut-être le pire ennemi du bonheur, la peur. Je suis assez éclairé, mon modèle, j'étais plus capoté, là, je sais quand j'ai été allumé, t'es me caché en dessous du lit. Je sais tellement en dessous du lit, mon lit brossait de même, hein. Et moi, je loue un salon d'eau fourni d'une maison de chambre, mon lit brossait tellement, ma logeuse est venue voir, j'avais pas introduit une femme dans son intérieur. Je dis, voyons, le juge, jamais je vais introduire une femme dans son intérieur. Non, mais j'ai trop peur. J'ai peur de tout, j'ai peur des trous, j'ai peur de la noirceur, j'ai peur des menaces. Tant qu'à vivre. Tant qu'à vivre, tu sais. On est là, anyway, tu sais, tout si bien, tu sais. C'est comme... on n'est pas obligé de rien. Mais les choses ont des conséquences, tu sais. Essayons d'utiliser le plus de petits tiroirs possible que j'ai, puis si par ça, je peux apprendre quelque chose, puis d'influencer 2, 3 autour de moi. Ma job va être faite, tu sais. Mais on n'est pas obligé de rien. Il faut vivre juste avec les conséquences. Quand à 16 ans, Guillaume découvre l'art clownesque, c'est une révélation. Ça lui prendra 4 ans, beaucoup de travail, une bonne dose de courage, avant de finalement abandonner ses études universitaires pour se consacrer à temps plein à sa passion, être clown. J'étais une personne très anxieuse avant de faire ce métier-là. J'ai essayé plein d'affaires, ça n'avait pas tout du sens pour moi. Puis j'ai vraiment commencé
à être moi-même puis à être pleinement heureux le jour où je me suis lancé dans ce métier-là. Aujourd'hui, oui, j'ai encore de l'anxiété, j'ai encore du stress, mais je pense que c'est du bon stress canalisé vers mes spectacles, mais je me pose plus de grandes questions sur la vie. je l'ai trouvé, ma vie. Avant d'aller plus loin, j'aimerais ça me présenter. Je suis Roger la Lumière. Et si je suis ce que je suis, c'est que je ne suis plus. Non, je ne suis plus. Avant, je suivais. Je ne suis plus, et depuis que je ne suis plus, non seulement je ne suis plus ce que j'étais, mais je suis tellement devenu ce que je suis depuis que je ne suis plus, que je suis maintenant un exemple à suivre. Oui, ça m'est arrivé tranquillement, au cours d'expériences, de découvertes, qui m'ont mené à tout comprendre. La première affaire que j'ai remarquée dans le monde, c'est qu'il y avait de la misère. Il y avait des gens qui étaient malchanceux. Il y avait des gens qui se plaignaient, des gens qui pleuraient. Mais ce que j'ai découvert d'exceptionnel, c'est que les gens sont malchanceux parce qu'ils se plaignent. C'est pour ça que vous avez beaucoup de personnes, par exemple, qui dans leur malchance ne se plaignent jamais, et beaucoup d'autres qui passent leur vie à se plaindre sans avoir été malchanceux. Quand on regarde les gens heureux, là, puis qu'on se demande, mais comment est-ce qu'ils font, les gens heureux? C'est ça mon domaine, dans le fond, des observer, puis de voir comment ils s'y prennent. Puis une chose qu'on remarque, c'est ces gens-là, quand il leur arrive quelque chose, ils remarquent le positif. Je sais pas si vous êtes comme ça, là, il y a une situation, puis là, on est 2, 3 autour de la situation, puis on la regarde, puis la personne qui est optimiste, là, qui l'a l'affaire, là, elle va toujours remarquer quelque chose de bon dans son environnement, dans la situation. Puis il y a l'autre, le Moses, qui va toujours trouver quelque chose à se plaindre, hein? Puis il va remarquer justement la petite bébite, l'éclairage qui est mauvais et tout ça. Alors les gens qui l'ont, ma recette du bonheur, c'est d'abord et avant tout de remarquer les choses positives. J'en avais une, pas loin de chez nous, une madame, que quand je la voyais sur son perron, je traversais la rue. Elle passait ses journées à se plaindre, elle passait ses journées à faire croire qu'elle faisait pitié. Oh mon Dieu, qu'elle faisait donc pitié, cette femme-là. Ah mon Dieu, que je fais donc pitié, qu'elle disait, pour des niaiseries. Après tout, c'était pas si grave. Elle a trouvé qu'elle faisait pitié parce qu'elle avait 12 enfants, puis il y en avait 2 paralytiques, puis une épileptique, et puis son mari travaillait pas, puis il était sur le bien-être social, excepté que les enfants ne pouvaient pas manger le bien-être social parce que le mari les buvait. Et puis en plus de ça, il buvait, mais il buvait rien qu'au coin, il traversait jamais la rue, fait qu'il pourra jamais se faire frapper, puis elle aura jamais sa pension de veuve, puis bon, des niaiseries! Effrayant. Un autre, un petit gars en face de chez nous, 19 ans, il passait ses journées à pleurer sur son sort. Tout ça parce qu'il s'était fait couper les bras et les jambes. Non, mais comme j'ai expliqué, j'ai dit, reviens-en, il faut voir le beau côté des choses. Il dit, je vois pas quel bien beau côté qu'il peut y avoir à avoir pas de bras et de jambes. Ben, je dans ta cas, c'est pas toi qui vas te geler les orteils cet hiver, hein? Ça te coûtera pas cher la mitaine. Il y a bien du monde qui me recette à ta place, passe les maudites grandes journées assis. Fatigant. Mais Dieu, vous savez pas qu'est-ce que c'est pour avoir de bras et de jambes? Je lui dis, arrête de te plaindre. Plains-toi pas parce que t'as pas de bras et de jambes. Les 3 quarts du monde n'ont pas de tête et se plaignent pas, eux autres. À tous les jours, j'en mets en question ma recette parce que c'est théorique, ça. C'est pas le même, ça se passe dans la vraie vie. Dans la vraie vie, là, on se lève pas le matin en disant qu'on est heureux. C'est quasiment une gymnastique. Tu sais, autant on se met en forme en faisant des exercices. C'est la même chose pour les attitudes. Alors, donc, il faut travailler très fort. À la longue, on finit par être bon. Je pense que je suis meilleure que j'étais avant. C'est merveilleux, mesdames et messieurs, de penser qu'il suffit d'oublier son petit quotidien. Il suffit de faire le vide à l'intérieur et tout à coup, nous voilà remplis d'une joie incommensurable. Et à ce moment-là, nous n'avons qu'à regarder notre voisin avec sincérité et lui dire à haute voix, « Ah, que la vie est belle! » Et le voilà transporté de joie, mesdames et messieurs. C'est peut-être un peu gênant individuellement, nous allons le faire en groupe. Regardez votre voisin, et aussitôt que j'en ai compté 2, nous allons tous nous dire très fort en nous regardant, « Ah, que la vie est belle! » Vous allez voir ce qui va se passer. N'ayez crainte, je ne vous regarde pas, ça se passe entre vous. OK, attention, je compte jusqu'à 2. Attention, oubliez vos problèmes, ne pensez plus, regardez votre voisin. 1, 2. Ah, que la vie est belle! Attendez-vous certains petits rires ici et là? C'est la joie qui s'installe, mesdames et messieurs.
ça se peut pas que ça aille toujours bien. Alors, quand il y a des personnages caricaturaux, que tout va toujours bien, ils ont toujours l'air un peu niais, un peu imbécile, l'imbécile heureux, tu sais. Ah, que la vie est belle, chantons-le bien haut. Ah, que la vie est belle, quand on y pense pas. Maintenant qu'on dit ça, on peut chanter. En tout cas, moi, tout va pas toujours bien. C'est une sorte d'équilibre entre des moments heureux puis des moments malheureux. C'est le balancier tout à fait normal. On va trop d'un côté, c'est sûr que ça va aller de l'autre bord. C'est la loi de l'équilibre. tu vas trop d'un bord, t'as pas le choix. Si tu veux retourner là, faut que tu passes par là. C'est fait comme ça. Mais tant mieux d'expérimenter les extrêmes. Ça nous gauge où ce qu'est le milieu. Voyez-vous? La belle aide est débile! Déficient! Vous laissez l'emblée pour n'importe quel imbécile qui vous demande de faire n'importe quoi! Quand j'ai entendu ça, cette là que ça vient de vous faire croire que la vie est belle, j'ai dit, faut que j'arrête ça. Qu'est-ce que c'est ça, cette gang-là? C'est des crétins, ça, des morons, ça? La vie est écœurante! Il y a des millions de personnes qui crèvent de faim, il y a de la souffrance humaine partout, de l'injustice. Ça vous dérange pas, vous autres? Ah non, vous autres, aussi. Si j'avais du cœur, je vous l'aurais. Ben regarde, c'est intéressant, faut être lucide, le monde va mal. C'est pas faut être lucide, on a tout pour être heureux. Ben, c'est pas intelligent de dire ça. Tu sais, ça peut être aussi intelligent de dire, ben factuellement, là, j'ai tout pour être heureux et ça devrait effectivement me rendre heureux. C'est vrai qu'il y a la candeur. Puis ça, c'est vraiment un préjugé. Les gens qui sont candides, on va dire, bon, sont heureux, mais ils savent pas qu'ils devraient être malheureux. Ils ont oublié que c'est possible qu'il y aurait des bonnes raisons pour être malheureux. On va souvent avoir des préjugés par rapport à la candeur. Puis pensons-y comme il faut. So what? Ils sont heureux, eux, ça? Tout est parfait quand t'es niaiseux, quand t'es épais, tu peux pas être mieux. T'as pas d'aigreur, t'as pas de malice, t'as ben des semblables dans la police. Tu sers d'exemple à tes voisins, sans toi, il pourra pas se trouver fin. T'es comme un miroir déformant, le reste de la gang se regarde dedans. Il y a un concept qui s'appelle les illusions positives. Puis on dit qu'on en a toutes, ça, des illusions positives. Puis si on n'avait pas, là, on se lèverait pas le matin. Si tu te lèves le matin en disant « Oh, en ce moment, là, il y a des guerres dans le monde. En ce moment, la pollution est en train de fucker notre couche d'ozone. Puis en ce moment, il y a des femmes qui sont violées. T'aurais-tu le goût de te lever? » Et peut-être que ces gens-là qui sont candides ont... peut-être pas le mot lucidité, mais ils ont un savoir, je dirais, ils ont un savoir-faire qui nous échappe. Nous qui sommes vraiment très lucides et qui pensons aux détails, puis en détail au malheur aussi. Elle t'en préfère un coussin, tu sais. D'un coup, elle se lève, elle fait 2 pas à bord, là, même. Elle bouge plus, elle était là. Je dis, bon, enfin, Minou, tu prends un break? Elle répond pas, elle part par en avant, splash, à pleine face. Elle. Puis elle avait rien pour se protéger, elle tombe. J'ai eu peur qu'elle se casse le nez. Heureusement, le docteur, il dit, elle était morte avant d'arriver à la terre. Alors, ça m'a soulagé, tu sais. Le nez, c'est tellement sensible, hein? Hey, ça s'est fait assez vite, je le croyais pas. J'étais là, je la brossais. Je disais, t'es pas morte, elle était là. Et si tu le dis, tu le sais mieux que moi, franchement. J'ai appelé la Barouette qui vient me chercher, tu sais. Même en attendant la Barouette, de temps en temps, je checkais pour voir si c'était vraiment mort. Tu sais, je donnais des petits coups de pied, même. Elle était morte, tu sais. Ça m'a donné un choc. Et quand une personne proche meurt, elle était proche, c'était juste là.
Elle était tellement proche quand elle a tombé que si je m'en rapportais, elle tombait sur moi. Quelqu'un de proche qui meurt ou soi-même frôler la mort ou quelque chose comme ça, c'est des wake-up calls qui nous rappellent que, ça tient par un cheveu, tu sais. Fait que tout c'est bien d'en profiter le plus possible, tu sais. C'est des événements choquants comme ça qui nous le rappellent. Tant mieux, tant pis, je sais pas. Mais tant mieux qu'on s'en rende compte, tu sais, de la chance qu'on a. Et je pense qu'on devrait se donner ce mot d'ordre-là, c'est de dire, eh bien, et si c'était ma dernière journée, quel choix je ferais aujourd'hui? Puis en même temps, ça devient très difficile parce que il y a quelqu'un qui nous attend dans notre bureau et qui veut qu'on continue de faire notre travail. Mais peut-être qu'on redéfinirait nos priorités à ce moment-là. Hey, je la regardais à la terre, j'ai dit, c'est rien qu'un petit paquet d'os traîne à terre, tu sais. Ça intéresse plus personne. Je dis qu'il y a 5 minutes, elle m'énervait assez, j'aurais pas tué. Alors, ça a été mon plus gros choc, ça. J'ai dit, c'est vrai. Tu regardes ça, tu sais, un petit paquet d'os de même. On fait des frais pour ça, tu sais, mais... On les mettre au bord du chemin dans les sacs verts, ils ramasseraient. C'est ça qui a été le plus difficile à envaler, tu sais, parce que j'ai dit, si c'est vrai pour elle, c'est vrai pour moi aussi. Si c'est vrai pour moi, c'est vrai pour tout le monde. Tu meurs, t'es avec un petit paquet d'os sur la terre et t'intéresses plus personne. Hey, tu peux être beau bonhomme, tout. D'un coup, un petit paquet d'os à terre. L'époque que nous vivons d'incertitude religieuse, c'est sans doute ce qu'il y a de plus difficile, c'est de se retrouver beaucoup plus nu et sans certitude devant la mort. Alors la mort, c'est sans doute l'interrogation la plus universelle. On la constate chez les anciens. Mais moi, je sais que les 20 dernières années, ce qu'on m'a rapporté, par exemple, dans les hôpitaux, des gens qui accompagnent les mourants, c'est de moins en moins facile de mourir. C'est de moins en moins facile. Parce que les gens ne savent pas. Hein? Quand on a une foi religieuse très ancrée, c'est Arcan, à un moment donné, qui était venu voir les théologiens à la Société canadienne de théologie. Il était venu rencontrer les théologiens. Moi, il dit, j'envie ma mère, parce qu'elle est morte dans son lit, pieuse, confiante, qu'elle allait voir son Dieu. Il dit, moi, je n'ai pas cette certitude-là. Je suis seule devant la mort, hein? Devant ce grand vide. Alors oui, je pense qu'il y a une plus grande angoisse par rapport à la mort. Hey, ça m'a assez énervé. Les 3 jours qu'on était au salon mortuaire, j'allais avec la famille avec ça. Il dit, ça n'a pas de bon sens de mourir, c'est niaiseux de mourir, c'est écœurant de mourir. Y a-t-il quelqu'un au moins qui sait pourquoi est-ce qu'on meurt? Il y a une maison qui dit, moi, je le sais. C'est la vie. Mon cousin, qu'est-ce que tu veux? Tout le monde y pense, comment on y pense? Ben oui, c'est pas une raison, tout le monde va chercher dans le fer, on va pas obligé d'y aller. Ma tante, t'arrêtes toi t'énerver avec ça, de toute façon, la vie n'a pas d'importance. J'ai dit, non, ma tante, elle dit, bien, la vie n'est qu'un passage. J'ai dit, pardon, ma tante? Elle dit, la vie n'est qu'un passage. Ah, j'ai dit, la vie n'est qu'un passage? Qu'est-ce qu'il y a au bout du passage, ma tante? C'est le salon, ben, les toilettes. La vie n'est qu'un passage. Moi, je pense qu'il y a de quoi qui demeure. Je sais pas. Je pense que la conscience demeure. C'est sûr que ça, c'est juste un véhicule, là, en attendant. Mais je pense qu'il y a de quoi. Je me plais à penser qu'il y a quelque chose qui demeure. Enlevé du paradis puis de l'enfer, je pense que notre conscience qui fait que notre vie, c'est un film. T'sais, on écoute un film. Au cinéma, on écoute une vue. C'est un long métrage. On écoute, il y a toutes sortes d'affaires qui arrivent. Puis à un moment donné, la bobine, elle arrive à la fin. C'est the end, c'est le générique, puis il n'y en a plus de film. Mais la lumière du projecteur qui éclaire le film, elle continue. Et nous, on n'est pas le film qui joue. On est le spot, tu sais. Mais on se confond avec le film. Le spot demeure. Je pense que ça demeure. En tout cas, moi, ça me fait du bien de penser de moi.
remarqué que c'est depuis que ma tante m'a dit que la vie n'est qu'un passage, c'est depuis ce temps-là que je le sais pourquoi est-ce qu'on meurt. Parce qu'à ce temps, je le sais pourquoi est-ce qu'on meurt. C'est parce qu'on n'aime pas la vie. On n'aime pas ça, vivre. C'est trop dur. Ah, c'est fatigant. On a de la peine, on travaille fort. Toutes sortes d'affaires qui arrivent qu'on n'aime pas. On a remarqué mourir, c'est pas drôle, mais la vie n'est qu'un passage. Après, il y a une vie éternelle, puis on est bien tout le temps, puis on n'est jamais fatigué, puis on n'a jamais de peine. Ah oui? Des sociétés dans la survie, dans le besoin, dans la souffrance et dans la misère vont développer une vision de la prochaine vie comme celle qui répond à toutes les attentes et celle qui nous apporte toutes les promesses, en quelque sorte. Eh bien, ce qu'on constate, c'est qu'on est passé très brutalement de croyances qui étaient fondées sur le bonheur dans l'au-delà, qui est à pleurer en cette vie, comme disaient les anciens, nos ancêtres, à une spiritualité où le bonheur est attendu ici et maintenant. Le bonheur, c'est maintenant. Le sens, c'est la vie. Et ce qui perd du sens, c'est la mort. Hein? Moi, je veux pas mourir. Ben, je veux pas mourir. Je veux pas vivre tout le temps non plus, ça serait trop plate, tu sais, mais... J'aimerais vivre ça, vivre peut-être 4-5 000 ans, tu sais, le temps d'apprendre l'anglais. En tout cas, je veux pas vous achaler avec ça. La mort, c'est mon problème, c'est pas le vôtre, mais... Bon, on va vous dire, depuis que ma femme est morte, je pensais à ça. Il se fait 15 ans. 15 ans que ma femme est morte, ça fait 15 ans que j'ai eu la mort dans la tête 24 heures par jour. Ça vient morbide dans le sacrifice, ça. Tout le temps, je l'ai dans la tête, pas capable de me sortir la mort dans la tête. Ben, des fois, je réussis à l'oublier. Mais quand je l'oublie, ça veut dire qu'est-ce qui arrive? Je viens de bonne humeur. Quand je viens de bonne humeur, ça veut dire qu'est-ce qui arrive? Je fais des farces. Quand je fais des farces, ça veut dire qu'est-ce qui arrive? Il y a toujours un épais qui me regarde et qui me dit « Ah ben vous êtes mourant! » On veut entendre parler de ces sujets-là. Je pense qu'on le veut maintenant. C'est la manière de l'apporter qui peut être plus digérable. C'est apporté de façon plus sucrée, on peut en rire, mais on veut parler de ça. Ça nous habite. La mort, elle est là tout le temps. Tu sais, tu vois sur l'autoroute, là, les autos qui passent l'autre bord, il y a quoi? Il y a 15 pieds qui t'en séparent. Ben, c'est la mort, elle est à 15 pieds. Tasse-toi de 15 pieds, schlac, t'es fini. Fait que tu montes à Québec, t'as croisé la mort à peu près 250 000 fois avant d'aller en 2h15 pour aller à Québec. Viens pas me dire qu'il n'y a pas... Elle est là tout le temps. Elle est juste là, 15 pieds à côté de toi. Surtout si ça prend 2h15, t'es peut-être un petit peu plus proche, tu sais. Fait que, crime, si on peut en rire, ça fait du bien. Ça allège ce poids-là. Le monde cherche tellement pour toute question. Il n'y a même pas le temps de savoir toute question. Pourtant, si le monde arrêterait de chialer une minute, c'est pas long, ça. Une minute! Puis si au lieu de chialer, le monde garocherait un look autour, hein? Je te dis que ça se remettra à chialer sur le bas là. Non, c'est pas vrai! C'est pas vrai parce que si le monde regarderait, il verrait. Il verrait que la vie est remplie de toutes sortes de belles affaires gratuites que t'as profité de, c'est en vie pour. Il arrêtait de chialer pour les niaiser, puis il s'en profitait des belles affaires gratuites. C'est quand on y pense 2 minutes, y en a-tu des belles affaires gratuites dans la vie? Y en a-tu des belles affaires gratuites dans la vie? Y en a-tu? Y en a-tu? Y en a! Y en a en masse. Ben voyons donc. Je l'avais sur le bout de la langue, mais en tout cas, bon, on ne peut pas toutes les nommer, mais il y en a beaucoup. Le bonheur et l'argent, ça, c'est vraiment un lien mitigé, je dirais. Parce qu'effectivement, les gens, même si rationnellement se disent « Ben non, ça n'a pas de sens, c'est pas l'argent qui va me rendre heureux », ils agissent vraiment comme si l'argent leur apporterait le bonheur. Moi, il y a quelque chose qui m'est demandé, que souvent, le bonheur, on pense que c'est dans l'acquisition de quelque chose. Et je parle pas juste matériel, c'est pas juste matériel. Mettons, on peut désirer, oui, une belle maison, une belle voiture, on peut désirer un bon poste, on peut désirer une femme, un homme, on peut... N'importe quel objet de son désir. Arrive un moment où on l'obtient, cet objet-là, de notre désir. Et ce moment-là, on vit un moment de plénitude, on vit un moment où on est pleinement heureux.
Mais cette plénitude-là qu'on vit à ce moment-là parce qu'on obtient l'objet de notre désir, quel qu'il soit, il vient pas du tout de l'objet. Il vient qu'à ce moment-là, on arrête de souhaiter quelque chose qu'on n'a pas. Mais on le confond avec l'objet. Fait qu'on en revient un autre, puis on en revient un autre, puis on en revient un autre. Et c'est là qu'on est blind, c'est là qu'on est aveugle. On voit pas ça. Le bonheur, il vient de arrêter de désirer ce qu'on n'a pas et accepter notre état tel qu'on est. Et étonnamment, c'est là qu'on commence à changer. C'est paradoxal comme ça. En tout cas, là, je vais le trouver par vous autres mêmes. Ce qui est important, c'est de le trouver parce que, moi, je dis quelque chose, si le monde n'arrête pas de chialer pour rien, qu'est-ce qui va arriver, c'est que le monde ne connaîtra jamais le bonheur. Et le bonheur, t'es mieux de le connaître parce qu'il y a un vieux dicton qui l'a dit, sans le bonheur, t'es pas heureux. On rit pas avec le bonheur. Le bonheur, c'est sérieux. Le bonheur va pas n'importe où, n'importe quand. Le bonheur va dans les maisons jusqu'à la maison est propre. Faut qu'il y ait du manger en masse dans le frigidaire. Faut pas qu'il y ait d'enfants. S'il y a des enfants, faut qu'ils soient étonnants parce que le bonheur haït le train. Le bonheur, c'est ça. S'il m'en manque 2 sur 5, bon, je suis un petit peu heureux. S'il m'en manque 3, c'est qu'on a une prédéfinition de ce que le bonheur doit être. Et on tend à se rapprocher de cette définition-là pour être heureux. Mais je pense pas de même ça marche. Non, je sais, le monde me regarde, il dit, regarde l'épais, il connaît rien, puis il essaye de nous faire croire les affaires. Ça connaît rien, c'est un épais. Bon, OK, c'est vrai. Mais cependant, moi, vous avez une affaire, le bonheur, ça, par exemple, ôtez-vous de là. Le bonheur, ça, je pourrais vous en parler des heures et des heures et des heures. Parce que ça, le bonheur, on a entendu parler des heures et des heures et des heures. Moi, quand ma femme était pas morte, t'as parlé du bonheur tout le temps. Elle arrêtait pas du matin au soir. Mais le bonheur, c'est le bonheur, là. Puis quand le bonheur, c'est le bonheur, avec le petit, il va pas 3 ans, il capotait déjà, il courait dans la maison. Quand est-ce qu'il va venir le bonheur? Quand est-ce qu'il va venir le bonheur? Il dit, si tu la fermes pas, toi, tu vas te coucher de bonheur. Non, mais ma femme a parlé du bonheur parce que ma femme avait connu le bonheur avant qu'on se marisse. Ah oui, elle avait connu le bonheur. Le bonheur restait pas loin de chez eux dans une famille qui s'appelait la famille à l'aise. Non, puis le bonheur, ma soeur, restait là, il y avait 14 appartements, 2 servantes, il ne dérangeait pas personne. Il est resté là presque 40 ans. C'est vrai que le gazon est toujours plus vert chez le voisin. Hein? C'est vrai qu'on a tendance à remarquer ça, que ça a l'air tellement bien aller, mais c'est ce qui nous montre aussi. Et si on avait la chance d'être un fantôme ou un ange, puis rentrer dans les maisons, on se rendrait compte que c'est pas comme ça. Il n'y a pas personne qui vit une vie sans difficulté, sans épreuve. Et remarquons ça, c'est vrai qu'on va présenter aux autres une image de nous-mêmes. On fait toujours ça. C'est comme un genre de convention sociale et qui fait que la réalité des autres, elle nous échappe, mais complètement. D'ailleurs, on est surpris, j'entendais ce matin des voisins parler d'un drame qui s'est passé à côté et qui disent... On n'aurait pas pu s'en douter. Vraiment, ces gens-là ont l'air tellement à bien aller. Mais c'était pas comme ça. C'était pas comme ça que ça se passait. Mais aussitôt qu'on sort de chez nous, puis qu'on va dehors, on dirait que c'est un autre personnage. Là, on a comme 2 personnages. Un personnage extérieur, puis la vraie personne qu'il y a chez nous. Il est jamais venu chez nous, le bonheur. Il a rasé. Il a rasé, il y a des fois que... Hey, on était presque sûr qu'il serait là. Comme quand on s'est marié. Oh, on était sûr, nous autres, que le bonheur viendra faire un tour aux noces. C'est pas montré à la face. Non, mais il a dû savoir que mon beau-frère était là. Non, ben mon beau-frère va jouer des batailles des noces. Ça, le bonheur, il est pas capable, il haït la bataille. Après qu'on a été mariés, moi et ma femme, ben là, le bonheur, on l'attendait tous les soirs. C'est berce puis attend, puis berce puis attend, puis berce puis attend. C'est le petit qui est arrivé. Il exagère tellement l'idée qu'on l'attend ou qu'on n'y a pas accès parce qu'on est pauvre, par exemple, que miser ou, je dirais, cogner sur le clou aussi souvent, ça nous fait réaliser que ça doit être autrement. Ça peut pas être comme ça, qu'on l'attend et qu'il va arriver. D'ailleurs, il nous répète combien de fois que lui, il l'a attendu longtemps. Non, mais je savais que le bonheur ne viendra pas là. Ma femme, après le petit, elle filait plus, tu sais. Elle n'a jamais refilé après le petit. Ben, elle filait un petit bout, mais elle a plutôt filé un mauvais coton. Fait que... Et un après-midi, elle est tombée malade d'urgence. Là, il dit, mon chien est mort.
Si le bonheur viendra jamais dans une maison, il y a ce qu'il y a de malade, le bonheur haït la maladie. La fiction a toujours eu cette fonction catalyseur, c'est-à-dire depuis la tragédie grecque, par exemple. La tragédie grecque, c'est la tragédie des héros. Ça permet à un public de catalyser son angoisse dans l'œuvre d'art, en quelque sorte. Hein? Et l'humour a cet effet catharsique, hein? Parce que c'est théâtral. Par le monologue intelligent, qui est, moi je dirais, dans le cas de Deschamps, qui a une profondeur philosophique, le public rit en pleurant. Hein? Et ça lui permet de réfléchir sur des choses terrifiantes, notamment la mort. Fait que j'ai dit à ma femme, il faut que tu prennes du mieux, pis tout. Elle était tellement contraireuse, elle est morte à la place. Puis après, je savais bien que le bonheur ne viendra pas. Le petit broyait tout le temps, il s'ennuyait de sa mère. C'est pour ça que je vous dis que si jamais je vois le bonheur quelque part, je ne le retournerai pas chez les Alaises. Je vous garantis qu'elle va l'amener direct chez nous. Parce que... il sera temps là, parce que... En plus, le petit, il a eu 4 ans la semaine passée, alors... Ça, je trouve ça énervant, parce que je trouve que 4 ans, il est temps qu'ils connaissent le bonheur, parce que j'ai peur que s'il attend trop vieux, il va avoir trop de misère à s'habituer. Puis moi-même, j'aimerais bien ça que le bonheur vienne le plus vite possible, parce que depuis quelque temps, je commence à avoir des douleurs dans l'oreille, des affaires de même. Je me plains pas! Je sais que le bonheur, il y a ça, le monde qui se plaigne. Mais quand ça fait trop mal, ça paraît parce que je viens de mauvaise humeur, puis je bougonne, puis il y a même des fois... Hey, bonheur, c'est toi, ça, là-bas? Hey, bonheur, on va aller à la maison, on va réveiller le petit, on va sortir des biscuits soda, le fromage, on va t'entendre, OK? Tu vas... Non, va-t'en pas, bonheur, faut que tu viennes absolument. Bonheur, faut que tu viennes, tu vas venir, hein? Dis-moi que tu vas venir. Bonheur, viens-t'en. Parce que moi, je m'en vais. On dirait que des fois, dans l'œuvre d'Yvon Deschamps, il y a des moments où ça touche nous comme société, le Québec, le reflet du Québec, comme on vient de dire, un peu suiveux, un peu... mais il y a des moments qui rejoignent, c'est au-delà de la société, c'est plus universel. Puis je pense que le numéro du bonheur, c'est ce que ça touche. On n'est plus dans le Québec ou français-anglais, on est dans l'humain, on est dans la quête humaine. Et le dernier paragraphe où il crie le bonheur, c'est le cri d'un humain qui aspire au bonheur. Et ça n'a pas de race, ça n'a pas de langue, ça n'a pas de frontières. Donc ça touchait ces espèces d'archétypes-là que tous les êtres portent en eux. C'est pour ça que c'est si touchant. C'est pour ça que c'est si touchant. Non, mais moi, vous dire une affaire, le plus pire, c'est que si on aimerait ça, la vie, on vivra des centaines d'années, puis probablement des milliers d'années. Parce que si on aimerait ça, la vie, ça ferait longtemps qu'on aurait fait notre priorité, on mettrait nos énergies là-dedans, notre argent là-dedans. Puis en plus, on exigerait que les bols de la terre, au lieu de faire des niaiseries, ils s'occupent de trouver des manières pour nous faire vivre le plus longtemps possible. Mais comme ça nous intéresse pas, les bas de la terre, ils s'intéressent à d'autres choses. Eux autres aussi, il paraît qu'ils font des affaires qui vont être extraordinaires après qu'on va être mort. N'importe quel épais peut te faire croire ça. Si on est capable de rire de nos travers, de rire des sujets qui sont noirs, si on est capable d'en rire, ça amène juste momentanément, c'est le petit monsieur et la madame qui rit, qui à ce moment n'ont plus de problème, ça amène juste Et on n'est pas loin, c'est juste 1,5 pied en arrière. Tes problèmes sont là, tu recules d'1,5 pied. Puis ça fait... ça fait donc du bien, tu sais, d'en rire. Puis après, tu le réendosses, mais il y a quelque chose qui a bougé, il y a quelque chose qui a aéré, tu sais. C'est très sain. Je trouve que c'est très, très sain de rire. Moi, en tout cas, ça m'a sauvé la vie. Hey, l'autre jour, j'ai été dans les bureaux d'ingénieurs, ça paraît pas, mais la logeuse, que je loue mon salon d'eau, puis on posait à travers des bureaux d'ingénieurs. 44 ingénieurs, ça faisait 6 ans qu'ils travaillaient sur un projet. Et j'ai demandé où l'ingénieur en chef, j'ai dit, qu'est-ce que vous faites? Il dit, ça fait plusieurs années qu'on travaille toute la gang. C'est un projet que le monde a déjà manqué. On est en train de mettre au point un char que quand on ferme la porte, il y a une lumière dans le dash qui s'allume et il y a une voix qui dit «
The door is closing. Qui a réussi à faire rire le monde, et ça, c'est vraiment quelque chose de bien déjà. Mais si en plus tu passes un message, si en plus tu peux influencer une société ou des gens, c'est de la thérapie. C'est pas gratuit, ces spectacles-là, mais là, tu rejoins plein de monde puis t'es aides à évoluer. C'est merveilleux et de fonctionner à travers le rire. Il y en a qui font des films. Lui, il a fait des monologues. Assoiffé d'aventure, Guillaume prépare son départ pour la Russie, où il participera à une mission de clown humanitaire. À chaque jour, on va visiter 2 lieux différents. Des hôpitaux, des orphelinats, on va parler peut-être de restaurants, de bidonvilles, de trucs comme ça. Et on s'en va faire rire et sourire les gens, tout simplement. Ainsi, à l'automne 2011, Guillaume a sillonné la Russie avec un groupe de 40 clowns piloté par Patch Adams lui-même. Depuis, il a participé à d'autres missions clownesques ailleurs dans le monde. C'est gratifiant, je me sens vraiment utile de pouvoir non seulement prendre soin de gens qui en ont besoin, mais en même temps les faire rire, leur faire passer un bon moment. Je mélange intervention, psychologie avec comédie, c'est génial. C'est ce qui me fait le plus de bien, c'est prendre soin des gens en les faisant rire, leur mettre des petites étoiles dans les yeux, les marquer, les faire rêver. Je pense que ça fait du bien à la personne qui est sur la scène parce que autant des fois je disais tantôt que les gens qui rient à ce moment-là sont heureux, que celui qui est témoin de les voir rire et qui les fait rire, veut pas, ça rend heureux. C'est une communication, c'est une communion avec des gens, puis on est tous, quand ça marche, puis on est tous dans le même espace, oui, je pense que ça rend heureux faire de la scène. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi, faut toujours que je me retrouve là, à vous raconter mes histoires, ma vie, mes joies et mes déboires. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi, mais j'ai plaisir à être là, vous faire rire, me rend heureux. Avec vous, tout va pour le mieux. On trouve tous des façons différentes de composer avec les difficultés de la vie. On essaie chacun à notre manière d'être le plus heureux possible. Yvon, lui, semble avoir trouvé une voie unique pour y arriver. Ses craintes, ses peurs et ses angoisses, il les a partagées. Il les a transformés en quelque chose de beau, de drôle et d'utile. Moi, ces sujets plus sombres m'ont beaucoup touché parce que ça rejoint des endroits qu'on porte, puis ça fait du bien de savoir que quelqu'un d'autre les partage. C'est très réconfortant. À penser à toutes mes peurs, je me dis, c'est vrai qu'à un moment donné, je pensais que la plus grande peur que j'avais, c'était de mourir, mais finalement, c'est pas ça ma plus grande peur. Moi, ma vraie plus grande peur, ça dit quoi? Ça serait de mourir tout seul. On est un tas d'os, mais on laisse pas un tas d'os. On laisse des choses qui perdurent et qui transforment la société, puis qui l'améliorent, qui fait réfléchir. On rit pas de quelqu'un qui a le courage de s'ouvrir le cœur pour nous conter ses peurs intérieures. On rit pas de ça. Peggy disait, on est vieux quand on ne fait plus rêver personne. Il sera jamais vieux, Yvon Deschamps. Yvon a mis des mots sur ce qu'on n'osait pas nommer. Il a mis des rires sur nos peines. Il nous a offert ses peurs pour qu'on accepte mieux les nôtres. Maintenant, est-ce que ça nous a rendus plus heureux? Vous laissez l'emmener pour n'importe quel imbécile qui vous demande de faire n'importe quoi! Quand j'ai entendu ça, cette loi-là qui essayait de vous faire croire que la vie est belle, j'ai dit, faut que j'arrête ça. Qu'est-ce que c'est ça, cette gang-là? C'est des crétins, ça, des morons, ça? La vie est écœurante! Il y a des millions de personnes qui crèvent de faim, il y a de la souffrance humaine partout, de l'injustice. Ça vous dérange pas, vous autres? Ah non, vous autres, aussi. Si j'avais du cœur, je vous l'aurais. Ben regarde, c'est intéressant, faut être lucide, le monde va mal. C'est pas faut être lucide, on a tout pour être heureux. Ben, c'est pas intelligent de dire ça.
Tu sais, ça peut être aussi intelligent de dire, ben factuellement, là, j'ai tout pour être heureux et ça devrait effectivement me rendre heureux. C'est vrai qu'il y a la candeur. Puis ça, c'est vraiment un préjugé. Les gens qui sont candides, on va dire, bon, sont heureux, mais ils savent pas qu'ils devraient être malheureux. Ils ont oublié que c'est possible qu'il y aurait des bonnes raisons pour être malheureux. On va souvent avoir des préjugés par rapport à la candeur. Puis pensons-y comme il faut. So what? Ils sont heureux, ça? Tout est parfait quand t'es niaiseux, quand t'es pas. Tu peux pas être mieux. T'as pas d'aigreur, t'as pas de malice. T'as ben des semblables dans la police. Tu sers d'exemple à tes voisins. Sans toi, il pourra pas se trouver fin. T'es comme un miroir déformant. Le reste de la gang se regarde dedans. Il y a un concept qui s'appelle les illusions positives. Puis on dit qu'on en a toutes, ça, des illusions positives. Puis si on n'avait pas, là, on se lèverait pas le matin. Si tu te lèves le matin en disant « Oh, en ce moment, là, il y a des guerres dans le monde. En ce moment, la pollution est en train de fucker notre couche d'ozone. Puis en ce moment, il y a des femmes qui sont violées. T'aurais-tu le goût de te lever? » Et peut-être que ces gens-là qui sont candides ont... peut-être pas le mot lucidité, mais ils ont un savoir, je dirais, ils ont un savoir-faire qui nous échappe. Nous qui sommes vraiment très lucides et qui pensons aux détails, puis en détail au malheur aussi. Elle t'en préfère un coussin, tu sais. D'un coup, elle se lève, elle fait 2 pas à bord, là, même. Elle bouge plus, elle était là. Je dis, bon, enfin, Minou, tu prends un break? Elle répond pas, elle part par en avant, splash, à pleine face. Elle. Puis elle avait rien pour se protéger, elle tombe. J'ai eu peur qu'elle se casse le nez. Heureusement, le docteur, il dit, elle était morte avant d'arriver à la terre. Alors, ça m'a soulagé, tu sais. Le nez, c'est tellement sensible, hein. Hey, ça s'est fait assez vite, je le croyais pas. J'étais là, je la brossais. Je disais, t'es pas morte, elle était là. Et si tu le dis, tu le sais mieux que moi, franchement. J'ai appelé la Barouette qui vient me chercher. Même en attendant la Barouette, de temps en temps, je checkais pour voir si c'était vraiment mort. Tu sais, je donnais des petits coups de pied de même. Elle était morte, tu sais. Ça m'a donné un choc. Et quand une personne proche meurt, elle était proche, c'était juste là. Elle était tellement proche quand elle a tombé que si je m'en rapportais, elle tombait sur moi. Quelqu'un de proche qui meurt ou soi-même frôler la mort ou quelque chose comme ça, c'est des wake-up. Dans son environnement, dans la situation. Puis il y a l'autre, le Moses, qui va toujours trouver quelque chose à se plaindre, hein? Puis il va remarquer justement la petite bébite, l'éclairage qui est mauvais et tout ça. Alors les gens qui l'ont, ma recette du bonheur, c'est d'abord et avant tout de remarquer les choses positives. J'en avais une, pas loin de chez nous, une madame, que quand je la voyais sur son perron, je traversais la rue. Elle passait ses journées à se plaindre, elle passait ses journées à faire croire qu'elle faisait pitié. Oh mon Dieu, qu'elle faisait donc pitié, cette femme-là. Ah, mon Dieu, que je fais donc pitié, qu'elle disait, pour des niaiseries. Après tout, c'était pas si grave. Elle a trouvé qu'elle faisait pitié parce qu'elle avait 12 enfants, puis il y en avait 2 paralytiques, puis une épileptique, et puis son mari travaillait pas, puis il était sur le bien-être social, excepté que les enfants ne pouvaient pas manger le bien-être social parce que le mari les buvait. Et puis en plus de ça, il buvait, mais il buvait rien qu'au coin, il traversait jamais la rue, fait qu'il pourra jamais se faire frapper, puis elle aura jamais sa pension de veuve, puis Et bon. Des niaiseries! Effrayant. Un autre, un petit gars en face de chez nous, 19 ans, il passait ses journées à pleurer sur son sort. Tout ça parce qu'il s'était fait couper les bras et les jambes. Non, mais comme j'ai expliqué, j'ai dit, reviens-en, il faut voir le beau côté des choses. Il dit, je vois pas quel bien beau côté qu'il peut y avoir pas de bras et de jambes. Ben, je veux dans ta classe, pas toi qui vas te geler les orteils cet hiver, hein? Ça te coûtera pas cher la mitaine. Il y a bien du monde dans la scène à ta place, passer les maudites grandes journées assis. Fatigant. Il dit, vous savez pas qu'est-ce que c'est pour avoir de bras et de jambes? Je lui dis, arrête de te plaindre. Plains-toi pas parce que t'as pas de bras et de jambes. Les 3 quarts du monde n'ont pas de tête et se plaignent pas, eux autres.
tous les jours, je remets en question ma recette parce que c'est théorique, ça. C'est pas le même, ça se passe dans la vraie vie. Dans la vraie vie, là, on se lève pas le matin en disant qu'on est heureux. C'est quasiment une gymnastique. Tu sais, autant on se met en forme en faisant des exercices. C'est la même chose pour les attitudes. Alors, donc, il faut travailler très fort. À la longue, on finit par être bon. Je pense que je suis meilleure que j'étais avant. C'est merveilleux, mesdames et messieurs, de penser qu'il suffit d'oublier son petit quotidien. Il suffit de faire le vide à l'intérieur et tout à coup, nous voilà remplis de nos joies incommensurables. Et à ce moment-là, nous n'avons qu'à regarder notre voisin avec sincérité et lui dire à haute voix, « Ah, que la vie est belle! » Et le voilà transporté de joie, mesdames et messieurs. C'est peut-être un peu gênant individuellement, nous allons le faire en groupe. Regardez votre voisin, et aussitôt que j'aurai compté deux, nous allons tous nous dire très fort en nous regardant, « Ah, que la vie est belle! » Vous allez voir ce qui va se passer. N'ayez crainte, je ne vous regarde pas, ça se passe entre vous. OK, attention, je compte jusqu'à 2. Attention, oubliez vos problèmes, ne pensez plus, regardez votre voisin. 1, 2. Ah, que la vie est belle! Attendez-vous certains petits rires ici et là? C'est la joie qui s'installe, mesdames et messieurs. Ça se peut pas que ça aille toujours bien, alors... Quand il y a des personnages caricaturaux, que tout va toujours bien, ils ont toujours l'air un peu niais, un peu imbécile, l'imbécile heureux, tu sais. Ah, que la vie est belle, chantons-le bien haut. Ah, que la vie est belle, quand on n'y pense pas. En tout cas, moi, tout va pas toujours bien. C'est une sorte d'équilibre entre des moments heureux puis des moments malheureux. C'est le balancier tout à fait normal. On va trop d'un côté, c'est sûr que ça va aller de l'autre bord. C'est la loi de l'équilibre. tu vas trop d'un bord, t'as pas le choix. Si tu veux retourner là, faut que tu passes par là. C'est fait comme ça. Mais tant mieux d'expérimenter les extrêmes. Ça nous gauge où ce qu'est le milieu. Voyez-vous? La belle des débiles! Qu'on fait peut-être pas la relation, l'amour, par exemple, mais... Faudrait essayer de m'organiser pour pas sortir. Je sais pas où si je pourrais m'accrocher. Vraiment qu'il y a 2 bonnes poignées, là, mais... Non, mais sortir ici, ça n'a pas de bon sens. Non, à part ça, je sais pas qui c'est qui a mangé ça, mais... La sortie avec trop petite. Après, ça va me passer sur le dos parce qu'elle va être trop grande. Je sors pas! Entendez-vous en bas? Hey, arrêtez ça, là! Ne va pas vous achaler de l'autre bord, ne pas m'achaler ici! Non, puis en plus, le peu que je l'entends parler en bas, lui, elle donne pas le goût de sortir. Franchement. On se cachera pas que on voudrait tous ça. Je veux dire, la plupart d'entre nous, on aime bien l'idée de rester dans le ventre de notre mère, là. C'est très... c'est chaud. On baigne, on ballotte, c'est pas dur. On est nourri sans aucun effort. Puis on n'a pas à s'assumer. C'est sûr qu'il y a quelque chose de... Et c'est quand on dit là, que c'est le premier passage difficile, c'est ça, là, sortir du ventre de notre mère. Je pense que c'est pas faux, même psychologiquement. C'est un méchant changement dans notre vie. Non, mais peut-être qu'ils vont s'en reparler, puis ils vont changer d'idée, parce qu'à cette heure, ils ont le droit de changer d'idée, hein? En fait, je n'irai pas ça, parce que avec tout ce qui se passe, là, puis les guerres, la pollution, puis tout ça, j'ai la peur. Puis ici, en dedans, je suis tellement bien, hein? Je suis tellement bien que c'est ici que j'aimerais mourir. On est des peureux, je pense. Je pense qu'en général, on peut être des peureux, puis c'est correct de le reconnaître qu'on est peureux, parce que c'est menaçant, le monde extérieur, puis savoir est-ce qu'on va pouvoir faire bien. Savais-tu qu'est-ce qui m'a empêché de faire quelque chose, moi?
La peur. Hey, la peur m'a pogné à 12 ans et demi, moi. Je retourne à l'école à midi, je l'avais pas vu. D'un coup, je tourne dans un coin de rue, la peur me saisit de même. Hey, je savais plus capable de bouger. J'étais plus capable de rien faire. Là, j'avais peur d'aller à l'école, parce que j'avais peur de pas passer mes examens. J'avais peur d'aller me chercher d'ouvrage, parce que j'avais peur de pas me trouver de job. J'avais peur de retourner chez nous, parce que j'avais peur de mon père. Une chance, j'étais debout devant une grosserie. D'un coup, le grossier sort. Il dit, hey, tu gars, arrive, il me pogne, il me met sur le PC, il me met une commande dans le panier, il me tient une poussée. Il dit, pas pour ça! Ma carrière était choisie, hey. Moi, je me suis toujours défini comme un chieux qui y va. Parce que j'ai tout le temps peur. J'ai peur de 1000 affaires. J'ai peur... ça me fait tout le temps peur. Mais d'attendre qu'elle soit plus là, je bougerai pas d'y aller avec. Et je découvre qu'il y a une énergie dans la peur, tu sais. Et quand on l'amène avec soi, sous le bras, puis on y va avec, on peut se servir de cette énergie-là. Tu prends un poids, là, prends une poche de patates, là, tu le charries à bout de bras comme ça, là, il est bien plus dur à charrier que si tu le prends et tu le mets sur toi, tu sais. Il est le même poids. Tu peux danser avec, tu peux faire quelque chose, ça. Si tu vas t'éreinter le dos, tu vas crever. Hey, je m'en allais chez nous, je braillais sur la rue, j'ai dit, je suis bon à rien, je sais rien faire, il peut tout. Qu'est-ce que mon verre? Hey, je m'en allais sur la rue de même. Qu'est-ce que mon verre? Qu'est-ce que mon verre? On le surnomme le père des humoristes. On a tous l'impression qu'il fait partie de la famille. Sa cote d'amour est imbattable. Pourquoi? Parce que je suis tanné. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces 40 années de monologues et ces millions d'éclats de rire? Hey, la peur m'a pogné à 12 ans et demi, moi. C'est grave! Et si c'était nous, ces rires? Si c'était nos craintes, nos peurs, nos questionnements, notre histoire qui résonnait derrière chacune de ces blagues, encore aujourd'hui? C'est pour dire des niaiseries. Et si, à travers son œuvre, on pouvait comprendre un peu plus qui on a été et qui on est devenu? Hey, une soeur, elle m'a pogné, je sortais des toilettes. Ouvre la porte, elle dit, ouais, Dieu! Ah, je dis, je le sais pas, ça. Si j'étais ici, je l'ai flushé, je pense, je le sais pas. Yvon Deschamps, pour moi, c'est un défricheur. Pour moi, c'est quelqu'un qui, avec sa petite machette, a frayé des sentiers, des chemins dans notre conscience, à chacun. Non, moi, j'aime ça quand il fait noir, savez-vous pourquoi? C'est parce que quand c'est noir, on voit rien. Puis quand on voit rien, on voit pas nos problèmes. Pour moi, Yvon Deschamps, c'est un grand conteur. C'est une sorte de sociologue. Et c'est un miroir. Comment est-ce qu'on ressuscite? Comment est-ce qu'on ressuscite avec nos corps? On ressuscite comme quand on est mort? Si je meurs à 102 sénélies incontinents, moi, tu chies dans mes culottes pendant l'éternité au complet? Pour moi, Yvon Deschamps, c'est un humoriste qui a marqué ma mémoire parce qu'il faisait à la fois rire et pleurer. En vérité, je vous le dis, quand vos souliers vous font mal, pensez à toutes les ceuses qui n'ont pas de pieds. Yvon Deschamps, il va trouver des mots qui nous rejoignent, des mots très simples, des mots du peuple, pour dire des grandes vérités. Vaut mieux être riche et en santé que pauvre et malade. Non, pas ça. Yvon Deschamps, c'est encore très pertinent. Il touche à des thèmes universels avec beaucoup de talent, de sincérité. Puis ça, je pense que ça va toujours rester. Avec ses monologues, Yvon a mis des mots, des rires, des larmes sur des sentiments qui nous habitent tous. On s'est reconnu dans ses peurs et dans ses angoisses. On s'est reconnu dans ses questions qu'il nous posait en ayant l'air de se les poser lui-même. Pourquoi on est? Qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Et comment être heureux entre les deux? Bizarrement, quand on parle du bonheur, on parle toujours de ce qui nous en éloigne. Dans une histoire, quand les personnages sont heureux, c'est la fin. Alors, si on commençait par le début? À partir de cet instant-ci, il faut que vous vous imaginiez
que je suis pas encore au monde. Je suis dans le ventre de ma maman. OK? Je suis assez bien. Maman, tout des petits paquets, puis me dit tout est parfait. Peut rien m'arriver. Ça doit être tellement extraordinaire. C'est dommage qu'on s'en souvienne pas, c'est dans notre inconscient, mais je m'en souviens pas de ce moment-là, mais c'est sûr que ça doit être un beau moment. Il y a probablement des moments semblables qu'on vit, puis... Un gars qui me regardait, il dit « Va te faire soigner! » Le frein principal au bonheur, c'est la peur. Et le pire là-dedans, c'est quand la peur nous arrête. Parce qu'on peut avoir une peur, puis la traverser, puis se dire, ben, c'était pas si pire que ça, finalement. Et on peut y avoir accès au bonheur qui vient après. Mais quand la peur nous arrête et nous empêche, ça, c'est une peur qui renferme la personne à l'intérieur d'elle-même et qui l'empêche d'évoluer. C'est peut-être le pire ennemi du bonheur, la peur. Je suis assez à un moment donné, j'étais capoté, je sais quand j'ai été minuit, t'es me caché en dessous du lit. Je sais tellement en dessous du lit, mon lit brossait de même, hein. Et moi, je loue un salon double fourni d'une maison de chambre, mon lit brossait tellement, ma logeuse est venue, ouais, je n'avais pas introduit une femme dans son intérieur. Je dis, voyons, le juge, jamais vais introduire une femme dans son intérieur. Non, mais j'ai trop peur. J'ai peur de tout, j'ai peur des trous, j'ai peur de la noirceur, j'ai peur des malaises. Tant qu'à vivre. Tant qu'à vivre, tu sais. On est là, anyway, tu sais, tout si bien, tu sais. C'est comme... on n'est pas obligé de rien. Mais les choses ont des conséquences, tu sais. Essayons d'utiliser le plus de petits tiroirs possible que j'ai, puis si par ça, je peux apprendre quelque chose, puis d'influencer 2-3 autour de moi, ma job va être faite, tu sais. Mais on n'est pas obligé de rien. Il faut vivre juste avec les conséquences. Quand à 16 ans, Guillaume découvre l'art clownesque, c'est une révélation. Ça lui prendra 4 ans, beaucoup de travail, une bonne dose de courage, avant de finalement abandonner ses études universitaires pour se consacrer à temps plein à sa passion, être clown. J'étais une personne très anxieuse avant de faire ce métier-là. J'ai essayé plein d'affaires, ça n'avait pas tout du sens pour moi. Puis j'ai vraiment commencé à être moi-même puis à être pleinement heureux le jour où je me suis lancé dans ce métier-là. Aujourd'hui, oui, j'ai encore de l'anxiété, j'ai encore du stress, mais je pense que c'est du bon stress canalisé vers mes spectacles, mais je me pose plus de grandes questions sur la vie. je l'ai trouvé, ma vie. Avant d'aller plus loin, j'aimerais ça me présenter. Je suis Roger la Lumière. Et si je suis ce que je suis, c'est que je ne suis plus. Non, je ne suis plus. Avant, je suivais. Je ne suis plus, et depuis que je ne suis plus, non seulement je ne suis plus ce que j'étais, mais je suis tellement devenu ce que je suis depuis que je ne suis plus, que je suis maintenant un exemple à suivre. Oui, ça m'est arrivé tranquillement, au cours d'expériences, de découvertes, qui m'ont mené à tout comprendre. La première affaire que j'ai remarquée dans le monde, c'est qu'il y avait de la misère. Il y avait des gens qui étaient malchanceux. Il y avait des gens qui se plaignaient, des gens qui pleuraient. Mais ce que j'ai découvert d'exceptionnel, c'est que les gens sont malchanceux parce qu'ils se plaignent. C'est pour ça que vous avez beaucoup de personnes, par exemple, qui dans leur malchance ne se plaignent jamais, et beaucoup d'autres qui passent leur vie à se plaindre sans avoir été malchanceux. Quand on regarde les gens heureux, là, puis qu'on se demande, mais comment est-ce qu'ils font, les gens heureux? C'est ça mon domaine, dans le fond, des observer, puis de voir comment ils s'y prennent. Puis une chose qu'on remarque, c'est ces gens-là, quand il leur arrive quelque chose, ils remarquent le positif. Je sais pas si vous êtes comme ça, là. Il y a une situation, puis là, on est 2-3 autour de la situation, puis on la regarde. Puis la personne qui est optimiste, qui l'a l'affaire, là, elle va toujours remarquer quelque chose de bon.